Je veux pas la transcription, je sais pas si... Oui, ça dit l'enregistrement et la transcription démarrés. En participant à cette réunion, vous acceptez d'être inclus. Mais la transcription, je vais l'arrêter. Ah, la transcription a pris fin. Je pense que oui, c'est mieux de l'arrêter parce que ça va être n'importe quoi. Ça va être en anglais en plus, c'est ça ce que je vois. Ah, OK, OK. C'est juste l'enregistrement. OK, très bien. OK. OK, bon, mais on commence. Merci beaucoup tout le monde d'être là. On est contente content que vous soyez avec nous avant qu'on a pu vous attraper avant que vous partiez en vacances. Donc, aujourd'hui, on a pensé vous présenter le fameux projet du dépôt institutionnel duquel on parle depuis longtemps. Donc, on serait quelques personnes aujourd'hui qui vous feront la présentation. Donc, je vais commencer par demander à Marthe de dire quelques mots sur le projet institutionnel. OK. Merci, Victoria. Merci à tout le monde d'être là. Je veux simplement dire que ce projet-là, ça fait quelques années que c'est parlé à l'université. C'est un projet institutionnel. On travaille avec la FESR. La FESR nous a contactés parce que les grands conseils demandent qu'on ait un dépôt institutionnel. Puis là, on a commencé un comité, puis avec la COVID, tout ça, il y a des choses qui ont été retardées. Mais là, depuis les deux dernières années, là, on est presque prêt. Le comité est composé de Victoria Volkanova, Nathalie Parent, Donna Rail, puis moi. Fait que je remercie les gens du comité, là, ils ont travaillé fort, puis je vais vous laisser les faire leur présentation à partir de maintenant. Merci. Très bien, merci beaucoup Marc. Puis j'ajouterai aussi Michel qui s'est jointe à nous, Michel Leblanc de la Bibliothèque du droit, parce que Oui, parle. excusez. Puis au début, c'était aussi Adèle, mais Adèle, Ouais. il est parti cette année, donc mais au début, il faisait partie du comité de démarrage. Comme Non, ça. Michel, Donc, excuse-moi. non, c'est vraiment un projet des bibliothèques de l'Université de Moncton, mais c'est ça, on est quelques personnes de la bibliothèque Champlain, puis la bibliothèque de droit nous aide énormément aussi. Alors, c'est ça, je vais vous parler un petit peu de la base, qu'est-ce que c'est un dépôt institutionnel, puis de l'historique. Marthe a déjà évoqué quelques éléments, puis Nathalie Parent va vous parler des choses plus concrètes, puis fera une démonstration aussi de la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui. C'est sûr que ce n'est pas encore la version finale de la plateforme, donc on espère avoir du temps pour vous faire une démonstration, juste à titre d'illustration d'un outil fonctionnel, d'un dépôt institutionnel de notre université, juste pour vous donner une idée de comment ça marche quand ça fonctionne. Mais c'est ça, donc ça va dépendre du temps. Si vous avez des questions entre-temps, arrêtez-nous ou attendez à la fin. En tout cas, sentez-vous libre, c'est vraiment pour vous donner un aperçu général de ce projet, puis de qu'est-ce que c'est le dépôt institutionnel. C'est ça. Puis on a essayé, en tout cas, je vais commencer, j'ai pris quelques notes, mais on va voir. Donc, le dépôt institutionnel, quelques généralités. Qu'est-ce que c'est un dépôt institutionnel? En anglais, on dit Institutional Repository. Donc, c'est une plateforme. C'est une plateforme en ligne qui est censée ramasser toute la production intellectuelle d'une université. Puis, vous allez voir un petit peu plus de détails, mais donc, tout ce qui est produite, mais vraiment du point de vue de la recherche, de l'enseignement, de la création. Donc, on ne parle pas des documents administratifs, donc ça, c'est complètement différent, mais des points institutionnels vraiment de la production, de la recherche et d'enseignement. Production intellectuelle. Donc, l'objectif, c'est d'assurer une meilleure accessibilité, la visibilité et aussi la préservation de ces travaux intellectuels. Donc, ça fait déjà
Vraiment, ça a commencé dans les années 2000. Donc, il y a des universités que ça fait 15 ans qu'ils ont des dépôts institutionnels. Donc, on n'est pas du tout des pionniers dans ce sens. Puis, vous allez voir aussi le déroulement du projet à l'Université de Moncton. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a commencé. Donc, vraiment, maintenant, on a tous les outils, le chemin est vraiment rodé pour nous de faire ce travail. Mais là, c'est la pandémie qui est arrivée, donc il y a toujours quelque chose qui nous retarde un petit peu. Donc, à la base, le principe de base d'un dépôt institutionnel, c'est le principe de l'auto-archivage. Ça veut dire l'archivage par la personne elle-même. Dans notre cas, ce sont les chercheurs ou les étudiants. Et quand je dis les chercheurs, ça comprend, c'est au sens large. Ça peut être, c'est les professeurs, bien sûr, mais les chercheurs, les chargés de cours, ça peut être le personnel professionnel, les bibliothécaires, bien sûr. Donc, c'est toute personne qui produit un travail intellectuel. Donc, ces gens-là, les chercheurs et les étudiants, ils déposent leurs résultats de recherche. Ça peut être des prix publications, publications, les thèses et mémoires, le matériel d'enseignement sous toute forme, ainsi que d'autres documents issus des activités de recherche, d'enseignement et de création. Donc, au début, on parlait de ce principe de l'auto-archivage, mais on a vu au fil des années que ça ne marche pas très bien d'ajouter cette tâche supplémentaire aux tâches existantes des chercheurs, des étudiants. Donc, finalement, on parle plutôt aujourd'hui du dépôt assisté. En anglais, on dit mediated deposit. C'est la bibliothèque qui devient l'intermédiaire pour faire ce travail de dépôt. Donc, les travaux sont produits par les membres de la communauté universitaire, puis le dépôt est là pour les accueillir, puis la bibliothèque est au milieu pour faire ce travail. En fait, c'est ma diapositive suivante qui parle plutôt du rôle de la bibliothèque. Mais ici, je vais juste m'arrêter un petit peu, c'est un petit peu plus de théorie pour vous, mais les principes directeurs FAIR, vous allez voir, ça vient plutôt du domaine de la GDR, la gestion des données de recherche, mais ça s'applique aussi au dépôt institutionnel, puis vous allez comprendre tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les principes FAIR? Ben, on parle de findable, c'est en anglais, mais ça se transpose très bien en français également. Donc, findable, facilement repérable. Ça permet donc à cette production intellectuelle d'être facilement repérable grâce à l'utilisation des standards de schémas de métadonnées, des standards internationaux, accessible pour accessible, donc accessible, permet d'accéder et télécharger facilement les données. Encore une fois, ça parle des données de recherche, mais vous pensez plutôt à ce que je viens de dire, la production intellectuelle. Ensuite, le I pour interopérable, donc exploiter les données ou les résultats de recherche, quel que soit l'environnement informatique utilisé. Encore une fois, donc nous, vous allez voir, on utilise une plateforme particulière, mais il y en a d'autres. Mais l'important est que ces plateformes-là soient interopérables, ça veut dire les mêmes standards à la base. Puis la lettre R, c'est pour dire reusable, donc réutilisable, réutiliser ces informations-là pour de futures recherches. Mais encore une fois, donc tout ça, si la licence le permet. Donc, si on parle, la base d'un dépôt institutionnel, c'est idéalement le libre accès à la recherche. Donc, ce n'est pas uniquement des notices d'un catalogue, mais c'est vraiment le texte intégral de tous ces travaux-là. C'est ça la valeur ajoutée, c'est ça la beauté, mais aussi le fait que ça fait partie des tendances actuelles dans la production intellectuelle et la communication savante. Mais il faut être certaine que la licence, le droit d'auteur nous permet justement ce partage. Donc, on va s'assurer de ça. La bibliothèque est là pour ça, en partie. Donc, le rôle des bibliothèques, bien sûr, les dépôts institutionnels sont gérés dans la plus grande majorité des cas, en fait partout. Maintenant, c'est plus une question que c'est les bibliothèques universitaires qui gèrent les dépôts, mais quand même, c'est un projet institutionnel. Donc, c'est un dépôt institutionnel, bien sûr. Alors, la bibliothèque, les deux rôles principaux, les deux aspects principaux de nos interventions, c'est d'offrir un support tout au long du processus de soumission. Donc, au moment où le travail est prêt pour être soumis
au dépôt. Donc, la bibliothèque aide tout au long de ce processus-là, comme on a dit, le dépôt assisté, Mediated Deposit, y compris une bonification des métadonnées descriptives de chaque document déposé. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas s'attendre que les gens vont savoir tous ces détails-là. Donc, c'est la bibliothèque qui s'assure que toutes les métadonnées sont là, sont conformes pour permettre justement de repérer les documents par la suite. Donc, il y a plusieurs d'entre vous, je sais, qui travaillent actuellement sur certains aspects du dépôt institutionnel, puis qui font justement ce travail de la bonification des métadonnées descriptives de documents. Et donc, aussi, la bibliothèque s'occupe de la découverte, de l'accessibilité, de la pérennité des documents déposés. Donc, tout ce travail est fait par la bibliothèque. Puis, on ne peut pas s'attendre que les gens vont savoir plus qu'il faut. Les membres de la communauté universitaire, leur job est vraiment de produire. Puis, nous, on est là pour s'assurer de la découverte, de l'accessibilité, de la pérennité des documents déposés dans le dépôt institutionnel. Alors, à l'université, le projet a commencé il y a plusieurs années. Donc, comme vous voyez, depuis 2013, on parle des thèses et mémoires électroniques. L'acronyme TME, c'est pour les thèses et mémoires électroniques. Vous allez voir la collection des thèses, et ça, on en parle depuis le début. C'est la première collection à faire partie du dépôt institutionnel. Donc, ça, c'est le type de document, un des types de documents principaux qu'on va trouver dans un dépôt institutionnel. Et donc, depuis 2017 à peu près, là, on en parle vraiment de façon plus du dépôt institutionnel comme tel, pas uniquement des thèses et mémoires électroniques. Donc, vous voyez, ça fait quand même, ça fait longtemps. En 2018, on a vu naître le comité institutionnel consultatif, donc qui était composé des gens de plusieurs facultés, de la FESR, les représentants d'étudiants, etc., des campus aussi. Donc en 2019, puis j'ai vu qu'il y a eu une mise à jour en 2021. La FESR a adopté une politique de dépôt institutionnel de recherche. Ça, c'est un lien cliquable que vous pouvez consulter. C'est vraiment une politique très, très courte de 2 pages, mais ça donne ce point de départ sur qu'est-ce que c'est un dépôt institutionnel, c'est quoi son rôle, puis c'est surtout le rôle de la bibliothèque qui a beaucoup de responsabilités dans ce sens, mais aussi les responsabilités des déposants. Donc, encore une fois, en 2019, on a fait le choix final de la plateforme. On est allé avec la plateforme Islandora. C'est une plateforme à code ouverte, open source, qui est développée à UPI. Donc, on a décidé, après plusieurs vérifications, on a fait beaucoup de consultations. Puis finalement, on est allé avec cette plateforme-là qui était développée juste dans la cour arrière. Puis l'option qu'on a choisie, c'est l'option d'hébergement. Ça veut dire que notre instance d'Islandora est installée sur les serveurs de UPI. Et nous, on a accès bien sûr à l'interface publique, mais aussi aux outils d'administration en arrière-plan. Mais on ne s'occupe pas du serveur, on ne s'occupe pas de la mise à jour. Donc, certains d'entre vous vont savoir de quoi je parle quand c'est vraiment la partie serveur. Donc, c'est une autre paire de manches. Donc, dans notre cas, l'option est l'hébergement. Et donc, après, on a vu naître le comité de l'implantation du dépôt institutionnel que Marthe a évoqué tout à l'heure. Et le nom, comme vous savez, c'est Scriptorium, qui est quand même assez bien avec le UM pour l'Université de Moncton. Donc, depuis ce temps-là, depuis 2019, avec les années de la pandémie, comme j'ai dit, un petit peu au ralenti, on a travaillé sur les éléments principaux de cette implantation-là. Donc, les développements principaux que je nomme ici sont les suivants. C'est l'interface, tout ce qui est l'interface de l'outil, aussi les formulaires de métadonnées pour les différents types de documents. 2 collections principales qui font partie actuellement de notre dépôt institutionnel, c'est la collection des thèses, c'est-à-dire les travaux d'étudiants. Thèse, en fait, j'aurais dû ajouter, je pense qu'on a dit thèse et travaux étudiants. Ça, c'est une version que je n'ai pas
j'ai pas corrigé. Donc, les thèses, ça comprend donc c'est tous les travaux d'étudiants de tous les cycles. Puis la deuxième collection, c'est les travaux du corps professoral et des chercheurs. Encore une fois, ça comprend tous les membres de la communauté universitaire autres que les étudiants. Donc, 2 grandes collections. Puis en plus de ça, c'est les politiques, toute la documentation. Puis Nathalie pourra aussi mentionner dans toute la partie formation, donc qu'elle a dû développer les procédures, etc. Donc, très rapidement, je passe juste les éléments qui ont été faits pour la partie interface formulaire. Donc, l'outil, bien sûr, développé à UPI, c'était fait en anglais. On est le seul, je pense que c'était le premier client francophone. Je pense qu'on est les seuls. Donc, toute la partie, le travail de traduction nous revenait. Donc, on a travaillé là-dessus. On a travaillé sur la création de formulaires de métadonnées, puis il fallait soumettre de nombreuses listes, les menus déroulants, toutes les options d'affichage. Donc, vous pouvez imaginer, vous allez voir tout à l'heure tout ce que vous allez voir. Ça c'est le travail qui a été fait. Puis aussi, l'engin de recherche, les recherches avancées, ça c'est actuellement notre petit pépin technique, toujours avec l'engin de recherche. Les diacritiques de la langue française causent des problèmes de recherche. Maintenant, Nathalie, veux-tu prendre la parole ici pour parler de la collection des thèses? Oui, ok, très bien. Donc, je laisserai Nathalie, qui est notre expert, comme vous savez, de toute la partie traitement de documents. Donc, elle va vous parler de la collection des thèses. Ce que je vais faire, c'est juste vous introduire un petit peu le processus qui en est arrivé finalement à avoir nos thèses dans Scriptorium. Présentement, on a 1878 entrées de thèses dans Scriptorium. Ça provient en grosse partie de notre catalogue de workflows finalement. C'est que nos notices de thèse ont été envoyées à UPEI. Fait que ça a commencé la base de nos thèses dans Scriptorium. Là, par la suite, ce qu'il faut faire pour chacune de ces entrées-là, chacune des thèses, il faut aller compléter l'information. Il faut ajouter certaines informations qui ne pouvaient pas être transmises lors du premier chargement des thèses. Donc, il faut ajouter, par exemple, le département, la faculté, ce genre de choses-là qui n'est pas spécifié nécessairement facilement pour un chargement. Fait que ça a été fait. On travaille depuis 1 an qu'on travaille à enrichir ces notices-là pour compléter l'information. Jusqu'à maintenant, on approche de 1000 thèses qui ont été retouchées. Puis, ce qu'on fait aussi pendant qu'on fait ce travail-là, on fait aussi l'ajout du fichier de la thèse, c'est-à-dire le texte intégral de la thèse. Puis, on fait aussi l'ajout de la licence de la thèse. Fait que pour chacune de ces entrées-là, il faut faire ce travail-là. Présentement, on a la plupart des fichiers de thèse pour les années 2007 jusqu'à maintenant qu'on a pu faire l'ajout. Un peu la même chose pour les licences. Puis, on a aussi un CD-ROM avec environ 440 fichiers de thèse qui a été, ça c'est suite à un projet qui a été fait en 2012. On avait reçu ce CD-ROM-là de la part de ProQuest. Parce qu'il faut savoir que toutes nos thèses sont aussi disponibles chez ProQuest dans la base de données ProQuest Citation and Thesis. Fait qu'elles sont disponibles aussi dans ProQuest. L'autre chose que je pourrais ajouter, c'est que ce travail-là, je voulais juste mentionner ceux qui travaillent, ceux qui font l'entrée de données présentement. À la Bibliothèque Champlain, il y a Régis, Caroline, Joanne, Ginette. Julie Gagnon a aussi travaillé sur ce projet-là à un certain temps. Nadine Morin aussi y a travaillé. Bien sûr, moi aussi, j'en ai fait, mais c'est surtout moi au niveau de faire des tests, puis de préparer une procédure, puis de régler des problèmes, etc. Puis, au niveau de la bibliothèque de droit, on a aussi l'aide de Lynn et, Julie.
qui participent aussi au projet. Fait que j'apprécie beaucoup leur aide. Tout le monde y travaille selon leur disponibilité. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à partir des thèses les plus récentes. Donc, on a même en ce moment des thèses de 2022 qui ont été une partie qui a été rentrée. On n'a pas encore le fichier de la thèse, mais on travaille à partir des plus récentes. Puis, jusqu'à maintenant, là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a commencé les 2001. Fait que chaque personne fait une année en particulier. Fait que là, on a commencé 2001 aujourd'hui. Fait qu'on recule dans le temps de cette manière-là. Fait que pour éventuellement réussir à passer toutes les entrées une à la fois. Fait que c'est un travail qui est quand même de longue haleine, mais avec l'aide qu'on a, on espère que ça va avancer, là. Fait que je vais te redonner la parole, Victoria. Moi, je vais revenir pour vous parler de Scriptorium en tant que tel, faire une démonstration de tantôt, là. OK, mais si tu voulais juste, tu vois, quelques autres éléments sur la collection des thèses, que lorsque ce travail de vérification, de retouchage soit terminé, nos thèses vont être moissonnées par Bibliothèque Archives Canada, leur portail Thèses Canada. Alors, on va l'alimenter de cette façon-là. Avant, il y a plusieurs années, on les envoyait par la poste, ou je ne sais pas quelle était la façon plutôt traditionnelle, tandis que maintenant, c'est par le moissonnage que c'est fait. Donc, leur outil va chercher automatiquement nos tests. Donc, on a fait des tests. Ça a pris quand même beaucoup de temps. Mais là, maintenant, on est prêt. On est presque prêt, je dirais. Il y aura peut-être quelques petits autres ajustements à faire. Mais pour le moment, on est prêt. On attend juste que la collection soit finalisée avant de les envoyer au portail TS Canada. Donc, la licence non exclusive de la diffusion, ça c'est quelque chose qui existait, mais là, on va la modifier pour permettre justement la publication du texte intégral de thèse sur le dépôt institutionnel. Donc, c'est une plateforme, c'est une licence non exclusive qui donne la permission à l'Université de Moncton de diffuser les thèses sur le dépôt institutionnel. Une licence, une partie pour BAC, pour permettre le moissonnage et aussi l'affichage, bien sûr, la diffusion via le portail. Et aussi, on est toujours avec ProQuest, là, donc il y aura une partie ProQuest pour avoir la permission des étudiants de diffuser aussi leur thèse dans ProQuest. Et donc, juste un petit élément que pour que ça prenne ça rentre en vigueur, excusez-moi, il faut quand même changer la procédure de traitement des thèses au niveau institutionnel. Donc, ça prend quand même quelques étapes au niveau administratif. Donc, ça passe du conseil de la FESR. Après, ça va au comité des programmes. C'est quoi le CPR? Ce n'est pas un acronyme que j'utilise souvent, mais c'est le comité des programmes, hein, je crois, Ouais. qui est Puis finalement, ça doit être adopté, approuvé par le Sénat académique. Donc, il y a des étapes. Puis bien sûr, la documentation doit être modifiée en cours de route. Donc, idéalement, on attend idéalement qu'on n'aura plus cette thèse imprimée que les étudiants devront soumettre. Donc, ça, c'est l'objectif pour les thèses. Donc, vous allez voir ça plus en détail dans quelques minutes. Maintenant, la deuxième collection, c'est les travaux du corps professoral. Encore une fois, ça comprend tous les autres membres de la communauté universitaire. Donc, ça peut être des articles scientifiques, le matériel d'enseignement, présentation, chapitres de livres, aussi les activités de création, si le format convient à la mise en ligne, bien sûr. Donc, ici, on peut faire l'importation par batch via le TOI ou on peut travailler avec certaines plateformes comme Erudit ou Scopius, par exemple, pour faire une importation dans le dépôt institutionnel des travaux de nos professeurs.
on peut le faire de façon individuelle via le formulaire de métadonnées, etc. Donc, il y a des façons à le faire. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de vérifier les permissions d'éditeurs, justement pour s'assurer qu'on a la permission d'afficher le travail. Un travail, tout d'abord, pour commencer, ce sont les articles publiés. Donc, on ne va pas dans les autres types de documents pour le moment. On veut alimenter la collection un petit peu pour pouvoir lancer quelque chose qui n'est pas vide, puis pour montrer de quoi ça a l'air, qu'est-ce que ça peut faire. Puis après, on va continuer à l'alimenter avec d'autres types de documents. Mais pour le moment, c'est ça, c'est les articles scientifiques. Puis on a des listes et des listes. Et Nathalie a fait un travail extraordinaire de toutes ces compilations-là. Puis on est en train de vérifier chaque éditeur ou chaque revue, selon le cas, pour voir quelles sont les permissions d'éditeurs pour la mise en ligne en libre accès de ces publications-là. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, c'est ça. Ça, c'est pour la collection de travaux étudiants. Puis aussi dans la politique, donc maintenant la partie, le quatrième élément, le quatrième aspect de cette implantation-là, c'est les politiques de la documentation, donc toutes sortes de guides, gabarits, questions. Donc, c'est juste vraiment les éléments mis ensemble. On n'a pas nécessairement des guides de soumission séparés. Pour le moment, on travaille sur la politique générale, éditoriale. Je ne sais pas, le nom final n'est pas encore donné, mais ça doit comprendre tous ces éléments-là sur l'accès, les embargos, le contenu, comment faire la soumission, un petit peu sur le droit d'auteur, la licence, les métadonnées. Donc, tous ces éléments-là, donc on essaie de tout mettre, puis après, ça va être vérifié par le comité institutionnel probablement. Donc, comme j'ai dit, nous, on fait le travail, mais après, il y a des étapes institutionnelles qui doivent se faire, puis aussi pour la communication, la promotion. Donc, ça sera quand même une autre étape à faire, c'est de publiciser ça. J'ai déjà plusieurs personnes sont au courant qu'est-ce que c'est et attendent que nous ayons une plateforme comme ça à l'université, mais pas tout le monde. Puis, il faudra faire quand même ce travail de promotion, de sensibilisation auprès de la communauté universitaire. Et donc, voici, c'est ça, j'arrive à la fin. Ici, les exemples de sites, vous allez voir donc les premiers, puis vous voyez Scriptorium est au début, puis Nathalie reprendra tout à l'heure le contrôle. Mais les autres, donc la première partie de la liste, ce sont les sites qui utilisent Island Door. Donc, ces sites-là sont fonctionnels. Ce sont les universités pour la plupart, ben, je pense que toutes les universités de la région de l'Atlantique. Donc, qui sont hébergés à UPI aussi comme nous. Donc, on peut aller voir par la suite, ou vous pouvez le faire juste à titre d'exemple pour voir de quoi ça a l'air cette plateforme particulière, qu'est-ce que ça donne comme interface de recherche pour les usagers. Et les trois autres, ce sont ils utilisent d'autres plateformes, mais ce sont des plateformes, des points institutionnels francophones. Donc, si vous voulez voir ça, puis ça fait longtemps qu'ils existent, l'Université de Montréal, Papyrus, l'Université de Sherbrooke, Savoir EDS, et aussi l'Université Laval, Corpus EL. Donc, Montréal et Sherbrooke, ils utilisent une autre plateforme à code ouverte qui s'appelle DSpace. Puis Corpus EL, je crois que c'est un produit maison que Laval a fait. Mais c'est ça, donc quelques exemples pour nous permettre de voir qu'est-ce que c'est un dépôt institutionnel, qu'est-ce que ça peut faire. Voilà, donc on est rendu à l'étape de démo. Puis juste pour finir avec la présentation, voici les membres du comité d'implantation. Merci à vous tous. Donc, je laisse à Nathalie faire la démo de Scriptorium. Puis après, on peut voir s'il y a des questions. Puis après, je peux reprendre dans le temps qui reste pour une petite démo supplémentaire. Très bien? OK, donc j'arrête la présentation de mon côté. OK. Je vais prendre le contrôle. Excellent. Avez-vous des questions avant qu'on aille voir ça? Avez-vous des questions? Moi, Victoria, j'ai une question. Oui? C'est Marie-Claude de la bibliothèque à Chupagan. Bonjour, Marie-Claude. Est-ce que c'est quelque chose que nous, on a 2 bacs qui ont des mémoires ici? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir déposer les mémoires de bac aussi? Ah, Oui, super. absolument. Super, merci. Merci, Je Marie-Claude. pense au niveau des bacs, des mémoires, justement, il y en a d'autres qui sont faits ici
À la faculté d'éducation, il y en a d'autres qui se font, mais il va falloir créer comme un processus à ce moment-là pour avoir une genre de licence aussi pour que les étudiants nous donnent la permission, etc. Là, pour tout ce processus-là va devoir être fait aussi. Là. Fait que là, je vais juste ouvrir Scriptorium. Est-ce que vous voyez mon écran avec Scriptorium? Oui, très bien. OK. Fait que ça, c'est notre interface, la page d'accueil, si on veut, de Scriptorium. Puis, ça se trouve à être une page d'accueil qui est quand même simple. Là. On voit juste l'Université de Moncton, Scriptorium. On voit les deux collections principales qui font partie de Scriptorium. Il y a thèse et travaux étudiants, corps professoral et chercheurs. Ici, on a notre boîte de recherche. On a aussi ici les deux collections qui se répètent ici. Puis, dans le bas ici, on peut mettre un petit texte ici. Et ça nous indique aussi ce qui a été ajouté dernièrement dans les deux différentes collections. Ça, c'est notre page d'accueil. Fait qu'on peut aller ici faire une recherche simple, comme tantôt j'ai fait juste avec femmes, on fait rechercher. Puis, on va voir, ça c'est notre écran avec les résultats. Je vais juste retourner ici dans la collection principale, juste pour que vous voyez un ensemble de ce que c'est. Fait que, on a ici les différents filtres. On a nos résultats ici avec les différentes notices de thèse dans ce cas-ci. Il n'y a pas de mémoire présentement, là, mais ça, comme j'ai dit tantôt, c'est quelque chose qu'on pourrait être ajouté éventuellement. Là. Ici, on peut voir que les années qui sont représentées dans Scriptorium présentement, il y a de 1955 jusqu'en 2023, parce qu'on n'a pas encore 2023, là, mais c'est le même que ça se présente. On peut utiliser des fils pour spécifier des années ou des sections d'années. On a un fil pour le type de document. Dans ce cas-ci, ben, c'est juste des thèses. Fait qu'on a un fil par faculté. Il y a un fil par département ou école. Aussi par cycle d'études. Pour la plupart, ça va être un deuxième cycle parce que la plupart, c'est des maîtrises. Mais il y a aussi des doctorats qui sont pour le troisième cycle. On voit ici de quel campus ça provient. C'est sûr que la plupart, ça va être le campus de Moncton, mais il y a le campus d'Edmundston aussi dans son programme de foresterie qui est représenté là. Puis, il y a aussi, sous direction de thèse, on retrouve les directeurs et directrices de thèse. On a choisi d'utiliser direction de thèse pour que ce soit plus inclusif. Fait que ça termine les différents filtres. Fait que si je vais voir ici, l'ordre qui est là présentement, je peux le modifier soit par date de publication ou par titre. Là. Fait que c'est au choix. Fait que si je vais voir celle-ci, que j'ai comme info. Oups. Voilà. Bon, je retourne. Puis, bon. Ici, je vais retrouver le titre de la thèse. J'ai l'auteur, j'ai comme une notice brève, si on veut. Fait que celle-là, c'est une maîtrise en foresterie. Fait qu'on a le texte intégral qui se trouve à être là. On peut, à partir de cet écran-ci, on peut sauvegarder, ouvrir le fichier, on peut imprimer, on peut télécharger, etc. Puis, dans le bas ici, on a plus d'informations. On va voir le titre, l'auteur, l'année, quel type de thèse que c'est, le résumé, puis les différents sujets liés à la thèse, quel type que c'est, le diplôme, etc. Fait que ici, c'est tous des liens qui sont cliquables. Fait qu'on peut partir de là pour faire d'autres recherches si quelqu'un est intéressé par voir toutes les maîtrises en sciences forestières. Juste besoin de cliquer là, puis il va se retrouver avec un résultat.
Je retourne en arrière. Fait qu'ici, à partir de cet écran-ci, on peut aller faire une recherche ici aussi. Ce qui est écrit là, il y a toujours quelque chose qui reste écrit là. Fait que pour faire une recherche, il faut l'enlever. C'est de même que ça fonctionne. Là. Il n'y a rien de plus clair que ça. Là. Pourquoi c'est là, je ne sais pas. Fait qu'on a ici, quand vous voyez qu'il y a une image comme ça veut dire que le texte de la thèse n'a pas encore été chargé dans la base de données. Puis, quand on voit une page de titre, ça veut dire que le fichier de la thèse est disponible. Fait que, visuellement, ça permet de le voir facilement, mais on va essayer le plus possible d'avoir tous les fichiers de thèse d'ici à ce qu'on rende public l'accès à Scriptorium. Pour tout de suite, on va pas encore déterminer exactement quand que ce serait disponible, mais on travaille fort cet été pour pouvoir avancer là-dedans. Une chose à remarquer, quand on fait une recherche, ce n'est pas limité à la recherche pour les thèses. On ne peut pas limiter juste à la recherche dans la collection des thèses ou dans la collection des cartes professorales. Ça cherche dans les deux collections en même temps. C'est pour ça que je me retrouve à avoir, ici on voit 7 articles scientifiques. C'est la raison pour laquelle on se retrouve avec ça. Je vais juste vous montrer brièvement aussi ce qui se trouve à être dans la collection du corps professoral et des chercheurs. Comme vous voyez, il y a 35 entrées qui ont été faites jusqu'à maintenant. Ça n'a pas été beaucoup développé, cette collection-là. On se concentre sur la collection des thèses, puis après ça, on pourra avancer plus dans la collection du corps professoral. Ce qui se trouve à être dans cette collection-là, pour le moment, c'est surtout ce qui se trouve à être dans la revue de l'Université de Moncton. Pour une raison quelconque, parce que oui, je l'ai. Donc, je ne peux pas. Ah, OK. Fait ici, par exemple, voyons. OK, bon, elle est réveillée. Si je clique ici, je vais avoir l'article qui a été écrit par, je ne sais pas, Ibrahim Ouattara. Puis, c'est dans la revue de l'Université de Moncton. Fait qu'on a l'information bibliographique, on a l'article. Puis, dans le bas, on se retrouve à avoir un peu le même genre d'informations que tantôt. On a le titre, l'auteur, donc l'information bibliographique. On a un résumé. Les sujets ici, c'est plus des mots-clés que des sujets. On a le texte, le lien pour accéder à l'article. On a le DOI, à quelle faculté l'auteur appartient, département, etc. Ça a été pour ce qui a été fait dans la revue de l'Université de Moncton pour les dernières années, à partir de 2016, que ça a été rentré. Fait que là, on va essayer de faire, on a commencé par la revue de l'Université de Moncton à cause du lien, mais on va essayer de faire d'autres revues liées à l'université pour ensuite essayer d'aller plus large là, en essayant d'entrer le plus qu'on peut les articles, chapitres de livres, etc., toute la production du corps professoral. Mais ça va prendre un certain temps. Là. On va se concentrer sur les années les plus récentes, puis dépendant de la disponibilité et de l'ampleur du projet, peut-être reculer tranquillement, je ne sais pas. Là. Pour tout de suite, on va finir les thèses, puis après ça, on pourra se concentrer plus sur cette section-ci. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions aussi. Vous voulez que j'aille plus en détail ou que je vous montre autre chose dans ces collections-là. Je vous laisse nous lancer des questions à ce moment-ci.
Merci Nathalie. En attendant les questions, je peux juste clarifier un petit peu cette partie-là qui me tanne énormément. La partie, c'est-à-dire la boîte de recherche qui est remplie du texte qui pour nous n'a pas de sens, mais en fait, ce que ça fait, c'est la requête d'Alan Doerr à qui tu viens de dire que tu veux voir la collection du corps professoral. Donc, c'est ça la requête qui est ici. Donc, voilà comment on est limité à cette collection-là. Mais lorsqu'on relance la recherche, donc cette partie-là disparaît, alors on cherche partout. On a une question pour les thèses de notre salle 178. Scriptorium et description d'un workflow. Vous m'entendez? On t'entend, oui, un petit peu loin. C'est juste Est-ce pour... que tu peux t'approcher un petit peu du micro? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. C'est mieux. Donc, c'est pour juste bien m'assurer que la différence entre Scriptorium, les thèses qui sont là, puis dans Workflows, les thèses qui sont là aussi, les usagers peuvent télécharger les thèses, peu importe. Donc, dans Scriptorium, est-ce que ça va avoir comme une espèce de dédoublement? Est-ce que ce qui va être dans Scriptorium va être dans Workflows ou tout est à la même place? Ou... Je sais que c'est comme un accès de plus, mais la grande différence, c'est qu'on va voir... c'est ça que j'essaie de comprendre. Je sais que les organismes subventionnaires veulent qu'on fasse cette publicité, mais si on a quand même accès via le catalogue, c'est une question de licence, d'autorisation. Mais en fait, il faut voir ça, c'est deux buts différents. Dans le dépôt institutionnel, c'est de permettre à tout le monde, dans le monde entier, si tu veux, à pouvoir accéder à nos thèses. Là, je vais juste me concentrer sur les thèses maintenant. Ça permet à tout le monde d'y avoir accès. Si les gens passent à travers notre catalogue, quelqu'un qui n'est pas lié à l'Université de Moncton ne pourra pas avoir accès à la thèse parce qu'ils ne sont pas membres de l'Université de Moncton. Fait que s'ils cliquent sur le lien dans le catalogue, ça va les amener à ProQuest, mais ils vont être bloqués. Le but du dépôt, c'est de pouvoir donner un accès libre à la production qui est faite à l'Université de Moncton. D'un point de vue, l'autre différence qu'il y a au niveau de la recherche par sujet, si on veut, dans le catalogue, c'est sûr que ça va être plus, va être une recherche qui va être plus, qu'on peut faire plus détaillée, plus exacte, etc. Dans Scriptorium, c'est plus une recherche que je dirais par mots-clés, parce que ce n'est pas un catalogue de bibliothèque, c'est une autre façon de repérer l'information. Je ne sais pas si ça répond à tout ton questionnement, parce que je n'ai pas tout entendu là, ce que tu as mentionné. C'est pas terrible, là. Merci Nathalie. Mais est-ce que OK. le lien vers Scriptorium va être mis dans le Workflows? Va-t-il avoir un lien de Scriptorium dans Workflows? Non, non. Pas pour tout de suite, à moins que ce soit vraiment demandé, mais je ne pense pas que ce soit le but là, de donner à la fois le lien, étant donné que quand les étudiants sont dans le catalogue, les usagers, si on veut, ils peuvent cliquer sur le lien qui les amène à ProQuest, puis si on ajoute le lien de Scriptorium, ben, ça va être la même thèse, si on veut. Là. Fait que je ne pense pas qu'on va faire ce travail-là, à moins que vraiment il y ait des demandes là-dessus, là, où il y a un besoin. On pourra revoir à ce moment-là. Je vais aussi ajouter l'élément du portail Thèse Canada, donc que c'est le dépôt institutionnel qui va être moissonné justement pour alimenter le portail. Et ça, c'est aussi un libre accès, donc on essaie vraiment de bypasser ProQuest parce qu'il s'agit d'une base de données commerciale. Voilà, donc ça c'est pour les thèses. Puis Lynn pose la question, est-ce que Scriptorium est exclusivement pour les thèses? Non, vraiment on ne veut pas être, c'est pas exclusif, c'est pour toute la production intellectuelle. La collection des thèses et travaux étudiants, donc ça va inclure les thèses et mémoires, mais aussi s'il y a d'autres travaux
faites par les étudiants, on peut les inclure également, ça, à moins qu'il y ait des restrictions avec le format ou quelque chose. Et la même chose pour le corps professoral et chercheurs. C'est sûr que le type de document principal, ce sont les articles scientifiques, mais il y a aussi d'autres types de documents qui sont tous permis. J'ai une question, Victoria. Oui. Ou Nathalie, là, c'est encore Marie-Claude. Là, on a parlé de dépôts assistés, que la bibliothèque allait aider à faire les dépôts. Est-ce que c'est le campus les bibliothèques à Champlain qui va aider à ça, ou est-ce que chacune des bibliothèques des campus vont assister leurs chercheurs et leurs professeurs? Mais ça, c'est quelque chose. Non, Nathalie, si tu permets, je peux Ouais. commencer à répondre que pour le moment, on n'est pas encore aussi loin. Donc, c'est sûr qu'il faudra organiser le travail au niveau de la bibliothèque. Pour le moment, c'est le comité de l'implantation. Donc, il y a certaines choses qu'on fait pour implanter l'outil. Maintenant, dans un deuxième temps, lorsque l'outil est fonctionnel, puis on aurait fait le travail de rétrospective, si vous voulez. Donc, lorsque le temps vient juste de voir comment ça va aller avec les nouveaux travaux qui vont apparaître, c'est là qu'on pourra décider qui fait partie de cette équipe technique, parce que oui, ça prend un accès, ça prend peut-être un accès à l'outil pour faire le travail technique, mais aussi le lien avec les gens. Donc, il y a plusieurs niveaux de collaboration qu'on peut avoir. Donc, c'est à décider. Puis, à mon sens, c'est sûr qu'on va collaborer avec toutes les bibliothèques pour que vous puissiez aussi assister les membres de vos communautés universitaires. Puis, comme déjà, la bibliothèque de droit, on travaille de près avec eux parce qu'on est sur le campus, puis c'est plus facile, mais c'est ça. Donc, c'est à discuter, puis à décider, puis à finaliser toutes ces choses-là. On est encore en pleine implantation. Est-ce que ça va, Marie-Claude? Oui, merci beaucoup. D'accord. Là, je vois que Lynn a ajouté des questions dans ces conditions. Est-ce que ce sera plausible d'ajouter une salle virtuelle dans le catalogue en ligne avec le lien vers Scriptorium? La salle virtuelle pourra donner une courte explication de Scriptorium. Oui, c'est peut-être à clarifier un petit peu une salle virtuelle, mais oui, le plus de visibilité, le mieux que ça sera. Oui, tout à fait. Merci, Lynn. Puis, comme j'ai dit, il y a sûrement des liens à développer entre nos outils pour que ça ne soit pas complètement stand-alone qui n'a pas rapport avec les autres outils. Merci Marie-Claude, nous remercie pour le beau travail, les professeurs qui seront contents. Oui, absolument. Puis c'est ça, Guylaine tout à l'heure, en posant sa question, a mentionné la politique du libre accès. Donc ça ne s'applique pas aux thèses. La politique du libre accès aux publications s'applique uniquement aux articles scientifiques. Donc ça, c'est comme l'obligation que les professeurs ont envers les grands conseils de recherche. Donc c'est assez... C'est beaucoup d'articles scientifiques, mais c'est vraiment limité à ce corpus-là. Mais pour les autres, c'est vraiment juste par principe que c'est le libre accès à la production intellectuelle d'une université. Donc, c'est pour le bien commun qu'on fait ça. Très bien. Je ne sais pas si Nathalie, tu as quelque chose à ajouter ou dans les minutes qui nous restent, je pourrais peut-être switcher juste à titre, si ça vous intéresse, je peux faire une petite présentation, une petite démonstration de notre outil dépôt institutionnel sur la plateforme Islandora, par exemple, pour vous montrer qu'est-ce que ça donne dans d'autres universités. Oui, peut-être plus regarder du côté des travaux des chercheurs pour peut-être montrer des exemples à partir de là, étant donné que nous, on n'a pas grand-chose. Je vais arrêter mon partage. D'accord. Puis OK, moi, c'est fait. je peux prendre, il n'y a pas de différence, je peux prendre CBU par exemple, CBU Score. Je ne vais pas prendre UPI Island Score parce qu'eux, ils sont vraiment privilégiés, ils ont plein de choses que nous, on n'a pas. Alors, ça sera trop... Je vais partager, attendez.
Je partage la fenêtre. Non, pas la fenêtre. C'est l'écran qui est partagé? Oui, je vois. Tu vois, mais si j'ouvre le lien, est-ce que ça va toujours? Oui. OK, excellent, excellent. Donc, voici la même plateforme Islandora CBU, c'est le Cape Breton University. Donc, comme j'ai dit, les autres sont plutôt anglophones, mais c'est dans la région de l'Atlantique. Vous voyez, c'est le même principe, exactement la même interface avec les liens vers l'université, le titre. Ça, c'est la boîte de recherche. Eux, on peut voir, ils ont ajouté d'autres collections. Faculty and Researches, il y a les travaux gradués, il y a des travaux undergraduate, puis aussi ils ont ajouté une collection particulière qu'ils ont décidé de développer. Peut-être c'est leur collection phare. Donc la même chose, comme j'ai dit, la présentation, quelques mots, puis les deux, les listes des travaux les plus récents. Donc, si on va, eux, ils n'ont pas de la recherche avancée. Nous, on a demandé cet ajout-là, puis c'est là où ça fonctionne plus ou moins bien. Puis, on peut soit browse ou faire la recherche si on connaît le mot-clé qu'on veut chercher. Alors, si on va dans Faculty and Researchers, vous voyez la même chose. Ça, c'est juste la requête qui est lancée à Islandora. Qui leur demande de chercher cette collection-là. Ils ont 1648 travaux dans cette collection actuellement, depuis des années 2002 à aujourd'hui. La même chose, la même présentation. Vous ne voyez pas d'image ici non plus. Donc, la présentation courte des résultats. Ici, on a des filtres. La plus grande majorité, bien sûr, le type de document, c'est l'article scientifique, mais il y a des poèmes, il y a des livres complets ou des sections, les actes de conférence, des reviews, reports, etc. Donc, il y a plus aussi. La même chose que nous, c'est les facultés ici, si je ne me trompe pas. Là, et ça nous a pris du temps de vérifier cette terminologie, de voir qu'est-ce qui correspond à quoi, surtout nous, avec les 3 campus, puis les différentes façons d'organiser l'information. Ça causait un petit peu de... C'était une challenge de le faire de façon logique pour avoir des minutes déroulants qui sont consistantes avec l'information. Donc, on peut chercher par qu'est-ce que j'ai cliqué, par faculté, par exemple. Donc, la même façon, la même chose, on peut voir le titre, ça se présente comme ça, comme on vient de voir, un petit peu plus clean, je trouve. Les détails, je ne sais pas s'il y a le texte intégral, encore une fois, je le fais complètement random. Ça, savez-vous, c'est quoi? Ça s'appelle une extension. Les gens de la référence, si vous voulez l'utiliser, ça s'appelle Unpaid WoW. Unpaid WoW. Donc, ça permet de voir s'il existe une version en libre accès de l'article ou du document que vous êtes en train de visualiser. Donc, si vous êtes dans une base de données, par exemple, ScienceDirect, puis on sait que c'est quand même par inscription, mais si le petit cadenas est ouvert, ça veut dire qu'il y a des versions en libre accès qui existent. Donc, c'est pas mal utile. Alors, ici, je ne vois pas le texte intégral n'est pas inclus, mais avec le DOI, probablement, ça va, oui, ça va... Oui, c'est compliqué. En tout cas, non, PDF est là. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Les conference proceedings, je ne sais pas en quel format, encore une fois. Je le fais très rapidement, puis je le fais on the fly avec vous. On peut voir les auteurs, l'école concernée, le département, le genre, le type de document. Voilà, puis les détails sont là. Voilà. Je peux revenir. Nathalie, y a-t-il d'autres choses que tu veux qu'on teste? Comme j'ai dit ici, ils n'ont pas de recherche avancée, donc on ne peut pas voir comment ça marche pour eux. Pour nous, ça ne marche pas très bien. Si je choisis, là, c'est une recherche que je fais, search, contrairement au browse, qui est navigation. Donc, avec le mot history, j'ai trouvé un tel nombre de résultats de toutes sortes de publication types. Voilà, donc c'est une façon normale de fonctionnement d'un outil de recherche.
puis les outils, les images ne sont pas disponibles. Je sais qu'ils ont... j'étais en contact avec toutes ces universités-là, puis on a fait une scan au niveau du Canada pour voir qu'est-ce que les autres utilisent. Puis j'étais en contact avec chaque université qui utilise Islandora. Donc certains ont partagé avec nous leur documentation, leur business plan, leur façon de procéder aussi l'implantation. Donc c'est plus ou moins connu, donc tout le monde a passé par les mêmes étapes que nous, on est en train de passer, puis en plus, nous, on était retardés par la pandémie, puis aussi l'aspect francophone qui est toujours une tâche de plus pour nous. Alors, je pense que je vais arrêter le partage. Vous avez une idée, puis si vous voulez, vous pouvez vous promener. Si vous êtes curieux à voir les autres, vous pouvez le faire à votre guise. Et là, il nous reste 2-3 minutes. Si vous avez des questions plus techniques, peut-être, ou juste philosophiques ou d'autres. Merci, Lynn. Non, c'est vraiment c'est un beau projet, mais comme j'ai dit, on est parmi les derniers, je dirais même au Canada, qui n'ont pas encore cette plateforme-là. Puis, ça sera bien de l'avoir, surtout pour les thèses d'un côté, mais aussi pour les articles scientifiques, pour satisfaire aux exigences de la politique. Il faut dire que c'est pas si... je ne veux pas dire nécessaire, mais ça veut dire ils ont d'autres options. Si, à la limite, si les professeurs doivent absolument mettre en ligne leur publication, puis le dépôt de l'université n'est pas encore prêt, ils peuvent utiliser d'autres dépôts. Donc, c'est pas exigé que ça soit le dépôt de votre université, parce qu'il y a plusieurs auteurs anyway, donc il y a des universités, d'autres co-auteurs qui ont ça. Donc, mais quand même, il fallait se rattraper puis avoir aussi cette plateforme, puis aussi tous les autres types de documents, puis la visibilité, l'interopérabilité, tous les principes qu'on a mentionnés tout à l'heure. Il faut quand même, donc on devient un petit noyau dans le grand réseau mondial du libre accès à la science. Donc, c'est ça le rôle du dépôt institutionnel. Julie avait une question. Victoria, je ne sais pas si tu as la réponse. Où se trouvera le lien sur le site de l'Université de Moncton? Ça, il y aura sûrement une bonne partie sur le site de la bibliothèque, parce que habituellement, comme je dis, c'est la bibliothèque qui s'occupe de toute cette organisation-là, mais on a déjà mentionné la création de quelque chose au niveau institutionnel, donc il y aura de la visibilité à tous les niveaux. Il faut que ça soit quand même prominent pour que c'est facile à trouver, mais sur le site probablement de la Bibliothèque Champlain, où il y aura un micro-site à part, mais on va le gérer. C'est à discuter aussi. Donc, ça, c'est les discussions plutôt cosmétiques à la fin. Il y a déjà une adresse courriel qu'on a créée pour Scriptorium. Ça sera scriptorium@umoncton.ca. Alors, c'est ça, on essaie de courir toutes il y a beaucoup de détails, de nuances, de toutes sortes de choses. Puis des fois, on en discute avec Nathalie ou à la réunion du comité. Puis il y a beaucoup de choses qu'il faut quand même rassembler pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais on vise quand même le lancement. On vise à la rentrée 2022. Ce ne sera pas pour le 1er septembre, puis ça ne sera pas des grands fanfares probablement. Ça sera juste un lancement doux qu'on fera quelque temps à la rentrée. On espère avoir nos 2 collections plus ou moins complètes, puis pour les thèses, oui, pour les... Non. Mais j'allais dire fonctionnelles plutôt. Plutôt fonctionnelles, puis pour les thèses, ça va être plus complète que, bien sûr, les publications des chercheurs. Puis après la première année, l'objectif pour la première année, ça sera l'implantation active. Ça veut dire qu'on va vraiment roder nos processus, nos procédures. On va faire des formations de la sensibilisation auprès du corps professoral. Donc la première année, ça sera vraiment l'implantation publique qu'on va faire. Puis j'espère qu'à la fin de l'année 2022-23, l'année académique 23, c'est là qu'on pourra finalement
parler du dépôt institutionnel comme juste la maintenance, c'est-à-dire on va ajouter régulièrement, on va avoir des procédures d'ajout réguliers, annuels, d'envoyer des rappels, d'aller chercher, d'avoir des façons automatiques d'aller chercher les nouvelles publications. Donc, tout ça, on aura peut-être une passerelle pour avoir la liste des thèses qui ont été défendues à chaque année. Donc, on va se faire des passerelles, des workflows, des flux de travail pour avoir ça de plus automatique possible. On va établir une équipe technique, en tout cas, c'est à voir, mais c'est ça. Donc, on se donne une année de l'implantation active, de l'implantation live pour finaliser tous ces éléments-là. D'accord? Mais écoutez, merci beaucoup. Je vois qu'on a dépassé légèrement l'heure de 2 heures. Merci beaucoup, Hélène. Puis, merci à vous tous. Donc, l'équipe grandit, puis tout le monde... mais au moins, maintenant, vous avez une bonne idée de qu'est-ce que c'est. Vous ne serez pas surpris lorsque vous aurez des questions ou lorsque ça sera lancé, vous saurez exactement de quoi il s'agit. Puis, je pense que la plus grande majorité d'entre vous vont toucher à ce projet d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est ça. Merci à vous. Puis, c'est ça. Merci, un grand merci à Nathalie Parent qui a vraiment mis la main à la pâte de façon très, très solide. Puis à toute l'équipe technique également. Alors, c'est ça. Merci à vous encore. Merci tout le monde. Et bon été. Donc, j'arrête l'enregistrement, puis on va le diffuser